Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous recevoir, Marie Kelbert, pour cet ouvrage, Le Buzuc. Je pense que je le prononce bien. Je pense qu'on ne dit pas le bouzouk, mais sait-on jamais. Non. Le Buzuc, aux éditions Viviane Ami. C'est un premier roman, mais j'ai cru comprendre que ça n'en était pas véritablement un. En tout cas, premier roman publié. Vous avez déjà écrit deux autres romans, il me semble. J'aimerais peut-être qu'on commence par là, Marie, puisque c'est un premier roman euh, d'une autrice qui, en effet, n'a plus 20 ans, mais qui, dans son roman, véritablement, en a peut-être 25 ou 30. On sent une telle fougue et une telle jeunesse dans votre écriture que vous êtes une jeune primo-romancière et on est ravi de vous recevoir ce soir. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de justement de votre expérience. Vous avez fait des études de lettres. Euh, Comment on arrive à publier finalement un premier roman tardivement, alors qu'on a déjà écrit plusieurs textes? Finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Quel est le déclic pour avoir décidé, un, la première chose, d'écrire, d'entrer en littérature, et deuxièmement, d'être édité? Euh, disons que je ne suis pas tellement responsable finalement de cette publication. Évidemment, j'ai écrit le texte, mais c'est mon entourage, en fait, mes amis, mon entourage qui m'ont poussé à proposer ce texte à l'édition, et celui-là en particulier. Voilà, parce que je trouvais que ça me plaisait en fait d'éditer un premier texte qui se passe dans ma région natale, la Bretagne. Et je trouvais que l'enjeu, si jamais j'avais des refus, n'était pas catastrophique pour moi parce que j'avais écrit déjà d'autres textes avant et que j'étais disposée, en fait, psychologiquement, je crois, à recevoir des critiques négatives. Mais il se trouve qu'au départ, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai envoyé pour dire la vérité, c'est mon entourage, on va dire mon mari, en fait, qui est devenu pratiquement mon agent aujourd'hui et qui m'a proposé de s'en occuper. Il m'a dit, moi, je veux bien aller faire le tour des librairies et puis voir quel type d'éditeur pourrait être intéressé par ce texte, par les thématiques que j'aborde dans ce récit. Et donc, je l'ai laissé faire et puis je lui ai dit, surtout, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Parce que moi, je continue un autre travail à côté et je ne me voyais pas, comment dire, mener de front ces deux aventures. Et donc, j'étais un petit peu, voilà, vous voyez, à la marge. Et puis, mais ça c'est au bout de, je crois, 2 mois, 3 mois. En fait, il a dû envoyer une vingtaine de manuscrits après avoir sélectionné quelques maisons d'édition. Et j'étais à l'étranger lorsque Lise Chasteloup, donc des éditions Viviane Ami, m'a contactée par téléphone en me disant qu'elle avait vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et qu'elle voulait l'éditer. Donc voilà, c'est comme ça a démarré sur les chapeaux de roue avec Lise. Et voilà, elle aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'en parler quand elle va arriver. Mais voilà, c'est parti comme ça. Donc évidemment, pour moi, c'est une aventure parallèle par rapport à l'écriture, parce que j'ai évidemment, ça fait 30 ans que j'écrivais, comment dire, un peu de façon presque clandestine, hein, pour être tranquille et sans me mettre la pression de me dire un jour je vais être édité, parce que c'est vraiment une autre démarche, hein, c'est un autre travail et c'est quelque chose de tellement différent. Aujourd'hui, j'en fais l'expérience et bon, je dois dire que je suis quand même contente parce que mon Buzuc, j'ai l'impression qu'il commence à vivre un peu sa propre vie, tout seul. Donc ça m'arrange. Et alors justement, par rapport aux textes que vous écriviez depuis 30 ans, est-ce qu'ils sont dans la même veine que le Buzuc? Est-ce que vous avez une patte Marie Kelbert ou celui-ci est véritablement un pas de côté? On a l'impression que le texte est tellement singulier, tellement à la fois aussi engagé, on en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes finalement dans cette veine-là, entre un humour un petit peu caustique, un engagement également? Des choses finalement très originales, des dialogues aussi qui sont au cordeau. Quelle est votre patte, quel est votre style? Est-ce que votre écriture, au sens général, ressemble à celle du Buzuc?
Ça, j'ai du mal à répondre à cette question. C'est peut-être même pas à moi tellement d'y répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les textes précédents sont très différents parce que j'avais commencé par écrire des nouvelles, des petits textes, parce que j'aime beaucoup les anecdotes. Donc, j'ai commencé comme ça, par des petits textes. Je pense que certains d'entre eux, on peut reconnaître une forme de style une forme d'humour, on peut dire, entre guillemets. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de registre comme ça que j'aime bien, euh, d'être un peu sur une ligne de crête comme ça entre l'humour et la gravité. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on peut retrouver peut-être dans tous mes textes. Mais mon premier roman, c'est une histoire qui se passe à l'île de la Réunion où j'ai vécu pendant 10 ans. À mon retour de la Réunion, quand je suis revenue en métropole, j'ai voulu rendre une sorte d'hommage euh, à cette île que j'ai beaucoup aimée. Et donc, c'est une histoire complètement différente. D'ailleurs, son titre, c'est Un pas de côté. Donc, mais c'est assez amusant. Mais c'est vraiment un petit roman. J'ai jamais essayé encore de l'éditer. On verra après hein, ce que ça va donner. Mais non, c'est un ton différent parce que l'histoire n'a rien à voir. Et puis mon deuxième roman, il est plus important. Et c'est une histoire qui se passe au Chili. Et voilà, où j'ai juste voyagé comme ça, 2 semaines au Chili. Et puis l'idée, enfin, j'ai eu une sorte de, j'allais dire de vision, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais une image qui a surgi comme ça dans mon esprit et je ne pouvais plus m'en débarrasser. Et c'est autour d'un fait divers. Donc on est plus dans une sorte je dirais, je sais pas, de thriller psychologique, même si c'est pas un thriller. Mais et là, je pense qu'on est beaucoup plus dans un style, je dirais, un petit peu poétique, un petit peu lyrique et quand même toujours avec un fond très réaliste, mais voilà, avec une histoire qui n'a rien à voir. Donc là, celui-ci, le Buzuc, je pense qu'il a une tonalité très particulière qui est spécifique à ma région, parce que la Bretagne, c'est ça, ce roman, c'est vraiment la Bretagne et ce que ma région évoque. Donc j'ai écrit, comment expliquer ça? J'ai écrit spontanément, j'ai pas cherché spécialement à écrire de telle ou telle façon. Ce que je peux vous dire, c'est que le texte a été très travaillé pendant 3 ans et je cherchais un dispositif ça, c'était intéressant à faire comme démarche, comme recherche, parce que je voulais m'empêcher, parce que j'ai tendance à écrire long et à décrire, à faire des choses comme ça. Donc, je voulais m'empêcher de trop en dire sur la Bretagne, donc de me perdre dans de longues descriptions lyriques ou très belles. C'est très facile à faire. Donc, j'ai choisi donc d'écrire sous la forme d'un journal. Comme ça me permettait d'échapper à cet écueil, en fait, de trop dire, de trop décrire, et pour me focaliser sur l'histoire et le ton. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de langage, on pourrait dire de langue presque familière, parlée, parce que c'est un journal qui est écrit par mon personnage principal, donc Joséphine, qui est veuve et qui vit des événements sur un été. Ça déborde un peu sur le printemps et l'automne, mais enfin, on va dire sur un été, et où elle adresse ce journal à son mari mort. Elle est veuve. Donc, ça me permettait de raconter d'une certaine façon avec un ton typiquement voilà, chez des personnes que je connais, qui sont comme ça. Donc, évidemment, on me reconnaît peut-être un peu, les amis ou les gens qui me connaissent me retrouvent certainement plus dans ce texte-là que dans tous les autres que j'ai écrits. Bien sûr. Alors justement, par rapport à, on évoquera peut-être la Bretagne tout à l'heure, mais sur l'âge finalement, l'âge c'est aussi une question importante de ce roman-là. Joséphine a 70 ans, c'est un personnage principal qui est plutôt rare en littérature, excepté dans certains cozy crime ou autres enquêtes. C'est des personnages qu'on voit moins et c'est bien dommage parce qu'ils ont à la fois l'expérience, à la fois l'acuité à la fois une vision extrêmement subtile des événements et du passé, du présent et du futur.
Pourquoi avoir choisi justement une héroïne, je l'appellerai héroïne parce qu'on aimerait peut-être tous avoir une grand-mère comme Joséphine, et peut-être donc comme vous, Marie, par déduction. Mais ce choix-là, il est quand même important, il est capital. Pourquoi avoir fait ce choix de prendre une héroïne, un personnage principal, euh, déjà veuve, bien entendu, mais ensuite avec cet âge-là? Ouais, je vous avoue, je ne sais même plus tellement comment elle m'est venue à l'esprit, mais je voulais un personnage décalé. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi, qu'elle soit en décalage. Alors, évidemment, elle arrive à l'automne de sa vie. Bon, à l'époque, enfin, je voulais quelqu'un qui soit éloigné de moi. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 10 ans de moins, donc à peu près. Donc, je me trouvais très éloignée de cette vieille personne. Maintenant, je vois que j'approche en âge de mon personnage. Donc, on pourrait penser que, à la limite, que c'est autobiographique. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais c'est pas du tout moi. Voilà. Donc, je pensais, je suis pas partie de moi pour l'écrire, mais je suis partie de certaines figures locales que je connais qui sont engagées dans leur paroisse, dans leur commune, etc. Mais ce qui était important pour moi, c'est qu'elle ait un vécu déjà, et puis qu'elle soit disponible. Donc c'est pour ça qu'elle est veuve aussi. Enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi voilà, son statut à l'instant T, c'est qu'elle soit veuve pour être disponible pour vivre des aventures. Et puis je voulais aussi qu'elle ait des relations raconter l'histoire d'une famille en même temps. Donc c'est une histoire de lien puisque intergénérationnelle, parce que cette cette Joséphine qui a 70 ans, donc elle est veuve, mais elle est mère, elle est grand-mère, et puis donc elle a un vécu. Et c'est ce côté, et je voulais qu'elle soit décalée par rapport à ses amis, à son environnement, et pour la rendre disponible pour vivre quelque chose de nouveau. Parce qu'on se dit que ma réflexion autour du personnage pour le construire, c'était que on se dit toujours qu'à 70 ans ou à 75 ans, on a tout vécu, on espère pas grand-chose finalement, peut-être de nouveau dans sa vie. Et, ben moi, je pense que c'est pas vrai, que jusqu'à la fin, enfin, tant que on a toute sa tête, hein, tant qu'on n'a pas de maladie dégénérative, j'en sais rien, de sénilité, vous voyez, de troubles cognitifs, et ben, jusqu'à la fin, on peut vivre des choses, voilà, des choses qui vous remettent en question. Vous pouvez faire des rencontres, vous vous adapter à des situations. Vous êtes intéressé par l'actualité ou pas, et puis l'écologie, enfin, ce sont des thèmes importants. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un personnage de cet âge-là qui, euh, il y a une ambiguïté, une ambivalence sur le personnage. Ça, c'était important pour moi aussi parce que le fait qu'elle soit veuve fait que son entourage s'inquiète pour elle parce qu'on se dit forcément elle est en deuil, donc tous ses actes sont conditionnés par son veuvage. Elle est déprimée peut-être, donc faut la protéger. Et toutes ces activités, toutes ces pensées, toutes ces actions sont un peu analysées à l'aune de sa solitude, en fait, en quelque sorte. Et moi, j'aimais bien cette ambivalence parce que pour moi, elle est veuve, c'est tout. C'est pas une maladie, c'est juste un état, un instant T de votre vie. Et, euh, et ce que je voulais aussi montrer, c'est que on peut ne pas, comment dire, elle a quelque chose que ses amis, que son entourage n'a pas, même ses propres filles, je dirais. C'est une forme d'innocence, d'ingénuité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de préjugés. Donc, ce qui fait elle peut aller au-devant de personnes qu'elle n'avait pas vocation à rencontrer. Donc, c'est comme ça que les deux communautés dans mon histoire sont nées. Il me fallait un. Il y a la rencontre donc entre deux communautés, une communauté de locaux et puis communauté de jeunes gens. Les deux communautés vont se rencontrer dans un même comment dire, combat, on va dire, qui est donc l'obtention l'abandon d'un projet touristique, hein, l'implantation d'un golf dans un endroit très beau, très préservé par chez moi, qui s'appelle l'îlot Sainte-Anne, mais qu'on appelle aussi la Couette de Plume. Et donc, cette rencontre entre ces deux communautés
qui sont un peu opposées, qui ont des préjugés l'une par rapport à l'autre, l'une sur l'autre. Et moi, Joséphine, je voulais absolument qu'elle crée le lien entre eux, ces deux communautés. Et du fait de son âge, tout le monde se dit, bah, elle est forcément avec des gens un peu conservateurs, un peu plan-plan, qui sont pas forcément dans l'action radicale. Hein. Et donc voilà comment elle est née, Joséphine. C'est ça. J'ai bien, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça. Alors, je vous lis par rapport à cet âge notamment. Parfois, je me dis que mon âge intéresse davantage les autres que moi. Je sens de moins en moins le poids des ans et je n'ai jamais été aussi détaché de ma propre personne physique. Qui d'autre peut comprendre cette sensation, si ce n'est un être volatile déjà en orbite quelque part? Il y a véritablement cette réflexion aussi sur le détachement, la candeur, sur cet âge qui n'est pas un problème pour elle. Et vous avez parlé d'ingéniosité, mais on y est véritablement. On est dans un personnage qui m'a fait penser presque à Benjamin Button, mais en tout cas à un personnage qui n'a pas d'âge. J'ai l'impression que, que Joséphine n'a pas d'âge, n'a aucune limite, n'a aucun cadre, n'a aucune règle finalement. Elle pourrait être totalement libre comme l'air. C'est un électron libre. Et je trouve que c'est un véritable personnage d'émancipation. On parle beaucoup d'émancipation féminine. Là, j'ai l'impression que c'est un personnage d'émancipation des seniors, notamment confronté à la protection des descendants. On a l'impression que ce cercle familial veut absolument protéger leur mère, alors qu'en réalité, elle ne cherche qu'à s'émanciper. Oui, c'est très juste. Très juste. D'ailleurs, ces filles, on m'a fait la remarque souvent que ces filles étaient plus conservatrices, plus ennuyeuses que leur mère. Et on voit au fil du texte aussi que apparaît donc dans le roman assez vite finalement le personnage de sa petite fille qui s'appelle Jade et qui a 16 ans et en qui a été semée, à mon avis, hein, c'est ce que je voulais aussi, qu'il y ait une sorte de filiation. Alors, elle a une filiation non pas avec ses propres filles, mais avec sa petite fille, qui a un côté rebelle, mais de jeune fille d'aujourd'hui. Donc, c'est presque, je ne veux pas dire que c'est le miroir inversé un peu l'une de l'autre, parce que sa petite fille, effectivement, elle a quelque chose d'un peu rebelle, un peu, elle est très informée sur ce qui se passe. Bon, elle est, comment dire, elle a des tocs un petit peu, enfin comme des jeunes filles d'aujourd'hui, voilà. Mais elle est, elle se démarque de sa grand-mère et en même temps, c'est un miroir inversé du fait qu'elle est très informée de tout, que sa grand-mère ne l'est pas, et que sa grand-mère ne voit pas que sa petite fille la manipule. Hein. Mais je trouvais que c'était important qu'il y ait un écho comme ça. Alors, le fait qu'elle n'ait pas d'âge, si, elle a quand même son âge, d'ailleurs, elle le dit, mais elle a beaucoup de recul par rapport à ça. Hein, parce que, comme vous dites, il y a des préjugés sur l'âge, etc. Mais elle s'en fiche réellement de ça, parce que, je pense que c'est vrai que elle suit un chemin qui est son chemin à elle. Et autour d'elle, il y a des embûches, quoi. Il y a des personnages qui ont des préjugés sur elle en se disant, bon, elle est veuve, donc elle est fragile, elle est vulnérable. Moi, je ne pense pas qu'elle soit vulnérable, mais on a des attentes particulières. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que l'âge n'a aucune importance, en l'occurrence. Il a une importance quand vous devenez dépendant, par exemple, ou des autres. Et bah, elle n'est pas du tout dépendante pour l'instant. Et des autres aimeraient bien peut-être qu'elle le soit, ses filles en particulier, parce qu'elle va assez loin dans son engagement. Mais la rencontre qu'elle fait de ces jeunes gens montre bien que eux, ils la voient à un moment donné, au début, ils la voient, ils ont des préjugés sur elle aussi. Ils se disent, oh, c'est formant, ça peut être qu'une bonne sœur, ou voilà, elle va à la messe, elle a des comportements. Enfin, eux, ils ont aussi des préjugés, quoi, ces jeunes gens sur elle. Mais elle, au fil du temps, assez rapidement quand même, ils se rendent compte que ils ont des valeurs communes. Et c'est ce qu'elle observe, elle. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas l'âge, c'est pas qu'elle ait les cheveux blancs, etc., ou qu'elle soit veuve, etc. C'est son comportement et sa liberté de penser, son esprit critique et sa, et ses valeurs. En fait, elle suit une sorte de boussole,
voilà, qui la met en relation avec ces jeunes gens et elle se rend compte qu'ils ont des points communs. Donc c'est ça son combat à elle, c'est d'expliquer que euh, ben, euh, l'âge n'importe pas, que c'est le pouvoir de la vie, vous voyez, la pulsion de vie qui importe. Et en ça, elle est aidée aussi par son chien, il faut quand même le dire, parce que le Buzuc, c'est quand même, On en parlera apporte une après, note de, oui, bien sûr. de vie. Mm. Alors justement, par rapport, on a l'impression que finalement, c'est ce contact avec des jeunes générations, une sorte de cure de jouvence. Est-ce que c'est aussi une sorte de solution? On sait qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont souvent en très solitaire, dans une détresse absolue de solitude. Alors Joséphine souffre un peu de solitude, clairement, puisque on lui a quand même enlevé la garde, entre guillemets, de ses petits-enfants. Mais c'est extrêmement subtil, c'est jamais mentionné concrètement, c'est par petites bribes, par petits indices, on sent qu'il y a une sorte de nostalgie ou en tout cas de prémisse de tristesse, mais ça n'est jamais véritablement évoqué. Mais ma question étant, est-ce que finalement la solution ne serait pas justement cette mixité entre générations, cette mixité entre ces ponts qu'on crée entre deux générations qui sautent entre elles et qui n'est pas si présente que ça aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un grand gouffre entre les jeunes générations et les plus anciennes. Il n'y a beaucoup moins d'aide, par exemple. Vous avez vécu à La Réunion, je suis persuadé que là-bas, les personnes âgées sont beaucoup mieux traitées qu'en France, notamment. C'est souvent le cas dans les populations à Madagascar et autres. Euh, est-ce que c'est aussi un message envoyé, même peut-être subtilement ou en tout cas inconsciemment, mais un message envoyé en créant des ponts entre les générations? L'histoire du pont entre les générations, oui, c'est un thème qui m'intéresse, mais c'est surtout l'histoire du lien qui m'intéressait, en fait. Vous voyez, je m'en suis rendu compte en discutant avec des libraires, par exemple, que ils avaient observé que l'histoire, le Buzuc, sous sa légèreté comme ça apparente, mettait en lumière des histoires de liens, les liens qu'on peut avoir en fait avec tout un tas de choses. Alors en particulier là dans mon histoire, donc elle a un lien avec sa famille, bien sûr, un peu conflictuel, mais pas vraiment conflictuel non plus. C'est pas la guerre, mais il y a aussi des préjugés entre ces filles, etc., et leur mère sur leur mère, etc. Peut-être trop d'amour aussi, hein, tout simplement. Elle a un lien donc avec la mort, avec son mari décédé, et c'était ça m'importait beaucoup. L'histoire de se retrouver seule après un compagnonnage qui a duré, je sais pas, 40 ans. Et tout d'un coup, elle se retrouve seule, mais euh, c'est quand même un individu libre, voilà. Et donc le lien avec son mari mort, donc avec la mort, le lien avec des personnes qui lui ressemblent pas du tout, donc avec la jeunesse, hein, parce qu'elle s'intéresse, en fait, elle s'intéresse. Alors, elle, je voulais juste dire entre parenthèses, elle sait pas, c'est ça, ça va aussi avec son ingénuité, c'est que pour moi, ce personnage, au départ, il fallait qu'il soit ingénu, c'est-à-dire elle ne sait pas ce que c'est elle ne sait pas ce que c'est que des zadistes, par exemple. Oui, elle sait ce que c'est l'écologie, elle a du bon sens, mais à partir du moment où elle ne sait pas ce que c'est qu'un zadiste, ben, elle n'a pas de critères vous voyez, non, elle voit la fraternité, elle voit la tolérance, c'est ça qui l'intéresse. Donc, voilà, ça c'est le lien donc avec les jeunes gens. Bien sûr, elle a des liens avec sa communauté, elle a des liens avec sa religion, parce que ça, quand même, ça joue un rôle, quand même, mine de rien, dans ses relations avec ces jeunes gens. Et puis, qui, eux, sont idéologisés, bien sûr, radicaux, etc., mais ils ne se rendent pas compte, mais en fait, ils ont des points communs. Et ils ont chacun une espèce de bréviaire, on va dire, de catéchisme, mais qui se rejoint. Et puis, le lien avec le chien aussi. Alors, un lien évidemment important avec la nature. Bon, ça, c'est la clé de voûte pour moi. Et pour ça, voilà, tout tourne autour de ça, la défense de la nature. Mais il y a aussi donc le lien avec l'animal, hein, parce que finalement, au départ, ce que j'insistais là-dessus, sur le fait que
au départ, elle hérite de ce chien parce que son mari est décédé et c'est un chien au départ dont elle ne veut pas spécialement. D'ailleurs, on le voit bien dès le début du roman. Euh, Elle le considère même pas comme son chien, elle dit toujours ton chien en parlant de son mari. Elle dit ton chien parce que effectivement c'est son chien. Oh, c'est un teckel, hein. Donc moi j'ai entendu, je connais pas les chiens en particulier, mais encore moins les teckels. Mais je m'étais renseignée, donc il me fallait un teckel pour la mission que je lui avais confiée dans le roman. Et donc, il paraît que ce sont des chiens assez explosifs. Donc, évidemment, c'est un chien un petit peu âgé aussi, parce que bon, et elle doit s'en occuper parce que son mari n'est plus là. Donc, c'est un lien aussi avec son époux décédé. Et ce chien lui apprend beaucoup aussi. Donc, il la pousse aussi à aller de l'avant, à ne pas rester se morfondre dans son fauteuil. Euh, voilà, donc c'est une histoire de lien plutôt qu'autre chose, je pense. Vous voyez, d'essayer de, de développer une thèse sur la place des personnes âgées dans la société. Mais de facto, oui, vous avez raison. Alors avant de parler de justement cette histoire d'amour finalement entre cet homme et cette femme, parce que ça m'a marqué aussi, j'ai trouvé que justement le fait de s'adresser à un défunt par ce biais-là était extrêmement tendre et qui finalement était une sorte de lien de remplacement. On a l'impression que le Buzuc est là pour quasiment remplacer le défunt mari. Alors le Buzuc justement, c'est le titre du roman. Alors parfois on est un petit peu déboussolé quand on entend ça. Au début, on comprend pas forcément, et puis après on comprend véritablement ce lien-là. J'ai cru comprendre que dans l'univers breton, c'est une monnaie locale, mais c'est aussi un ver marin repérable au petit trou qu'il creuse dans le sable. Finalement, pourquoi ce choix-là? Ce choix de d'appeler tout simplement le roman le Buzuc, mais surtout d'appeler le teckel le Buzuc. Ah, alors, ouais, au départ, le titre il a changé, en fait. Le titre a changé plusieurs fois. Au début, il s'appelait Le Buzuc et compagnie, mais c'était un peu trop léger, un peu trop désinvolte. Et donc, Lise, donc mon éditrice, m'a dit quand même peut-être ce serait pas mal de mettre juste Le Buzuc. Mais j'étais pas tout à fait d'accord parce que ça a été un débat entre elle et moi, enfin, voilà, une discussion parce que je me disais, on se focalise sur un chien. Enfin, c'est pas l'histoire d'un chien, hein. C'est pas l'histoire d'un chien, mais c'est vrai que ça sonne bien le Buzuc. Et j'avais peur aussi. Enfin, j'avais une petite appréhension sur le fait que les lecteurs pourraient penser que c'est un livre régional, vous savez, parce que c'est un terme breton. Et, mais elle m'a convaincue, elle me dit pas du tout, en fait, on s'en fiche que ça sonne breton, ça sonne bien. Donc, c'est assez. Et puis, il y avait un dernier argument que je trouvais assez rigolo que quelqu'un m'a donné, m'a dit, en fait, le buzuc, le sens du mot, c'est le ver, vous avez très bien dit, c'est ça. C'est le ver de terre, c'est l'appât pour les pêcheurs. Donc, un petit verre qu'on met au bout des hameçons, là, pour pêcher. Et donc, je trouvais que c'était pas mal comme idée. Finalement, le Buzuc, c'est devenu une sorte d'appât aussi pour le lecteur, parce que comme on ne sait pas ce que c'est, ça attire l'attention, peut-être. Et alors, le teckel, évidemment, je trouvais que ça allait très bien avec un teckel. Parce que c'est quand même à la forme enfin, son format, là. C'est un petit peu, vous voyez, c'est ça, sa forme. Il est un peu comme un petit boudin, là, mais c'était pas joli, le boudin. Alors que le buzuc, un verre, un gros verre, pourquoi pas, marron, comme ça. Mais est-ce que je peux vous raconter une anecdote sur le nom du chien? Et oui, Si vous voulez, je sais je la pas. connais, mais oui, je la veux. Oui, parce que quand j'ai écrit donc ce roman, enfin, là j'ai vécu 2, 3 ans aux États-Unis. J'ai terminé le roman là-bas. Donc il y a à peu près 4 ans, 3, 4 ans, et j'avais pas encore vraiment le nom du chien. Et je me disais, il faut quand même que ce soit un nom assez bref, qui sonne bien et tout ça. Donc j'avais mis un nom américain, enfin
J'avais mis, je sais plus, il a changé plusieurs fois, Rick, que c'était des noms comme ça. Et puis à un moment donné, ben, on parlait beaucoup des élections présidentielle en 2016 aux États-Unis. Et il y a eu donc l'arrivée absolument inattendue quoi, de ce personnage-là, la mèche blonde là, qui revient, c'est Trump. Et je me disais, mais il ne va pas rester parce qu'il est trop. C'est un clown et tout ça, c'est pas possible, il ne va pas rester. Il ne va pas devenir président des États-Unis. Donc, je vais le prendre, moi, ce nom, pour mon chien. Donc, et pendant à peu près 3 mois, le Buzuc, il s'est appelé Trump. Et je trouvais que ça lui allait très bien, comme ça. Et ça sonnait bien et tout. Puis évidemment, quand Trump a été élu, voilà, est devenu président, ben, je voulais pas ce compagnonnage, quoi, vous voyez, avec le personnage, c'était pas possible. Et c'est comme ça, en rentrant chez moi en Bretagne pour quelques congés, comme ça, je suis passée devant une vitrine d'un magasin chez moi, Saint-Paul-de-Léon. Et puis, j'avais vu ici, on paye en Buzuc. Et donc, c'est la référence que vous avez fait tout à l'heure sur la monnaie locale. Et en fait, j'ignorais absolument tout de cette monnaie locale et qui existe encore aujourd'hui. Hein, et ils l'ont appelé Buzuc, le Buzuc. Et voilà, je me suis dit, bah, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein, c'était une rencontre comme ça devant une vitrine. Et je me suis dit, bah, ça va être le nom de mon chien. Et voilà, bon, maintenant, il est devenu vraiment le titre. Donc, c'est vraiment, il trône à aux premières loges. Hein. Mais, et c'est vrai qu'il a un rôle important dans le roman parce que c'est quand même un fil rouge. Et il apporte du mouvement, de la légèreté, mais il lui arrive aussi des choses. Et puis en fait, il devient important aussi sur la ZAD. On va pas tout raconter, mais il devient un personnage pratiquement aussi important que Joséphine auprès des jeunes radicaux. Bien sûr. Et alors, ce qui le rapproche peut-être de Donald Trump, c'est son côté incontrôlable. Il est en effet très incontrôlable. Cela étant, il a ce lien également avec Joséphine où ses promenades lui permettent finalement de s'aérer l'esprit comme des petites pauses. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous le faites vivre ce Buzuc à côté de Joséphine. Ils ne font presque plus qu'un. On a l'impression que c'est véritablement un personnage idoine. Euh, mais ce que j'aimerais savoir véritablement, c'est à quel moment vous avez décidé de lui donner un tel rôle? Parce que on a l'histoire de Joséphine, on a différentes histoires finalement, mais le rôle du Buzuc, il est quand même extrêmement puissant. Est-ce que vous avez modifié la structure narrative du roman à un moment donné? Est-ce que certains personnages ont eu plus d'épaisseur ou pas que d'autres? Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez long. J'imagine donc qu'il y a eu beaucoup de coupes. À quel degré le Buzuc est-il intervenu dans la composition du roman? Bah, dès le début, il était présent tout de suite parce que je, j'avais une image en tête, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait une rencontre comme ça de personnes qui est très attachées à leur chien. Moi, je n'ai pas de chien. Vous voyez, j'ai des chats, j'ai pas de chien. Donc, je sais pas exactement quelle relation on peut nouer, mais je pense que ça peut être une relation très, très forte. Et, euh, et puis, j'avais rencontré un monsieur comme ça qui promenait son chien, et puis on avait blagué comme ça, puis je m'étais dit, mais c'est magnifique la relation entre ces deux personnages. Et donc très vite, j'avais besoin, il me fallait un chien déjà pour plusieurs raisons. D'abord parce que il m'est venu comme ça spontanément parce que j'avais une image d'un chien sur un canapé qui voulait pas quitter son canapé. Vous voyez, il voulait ou son fauteuil. Et je me disais, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'arrivait pas à me sortir de la tête. Donc, c'est pour ça que Joséphine a été immédiatement flanquée d'un chien. Que ce soit le sien ou pas le sien, c'était important qu'il soit là. Et en plus, il l'entraîne, comme je disais tout à l'heure, dans ce mouvement. Il vit les aventures avec elle. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'il y a une sorte de ressemblance petit à petit qui se crée entre les deux. Et, euh,
c'est une sorte de sésame aussi, le chien. Il vous permet d'aller partout, sur tous les territoires. J'ai vu aux États-Unis l'importance des chiens. C'est absolument incroyable. Les chiens remplacent les enfants au départ dans les couples, etc. Et donc, il y a évidemment un degré comment dire, de relationnel, affectif qui est très, très important. Donc, j'ai observé ça. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas spécialement d'attache avec le chien, mais j'aimais bien mettre un animal qui devient presque humain. Oui, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, il y a une photo à un moment donné dans le roman, peut-être que vous vous en souvenez, où j'ai un personnage de photographe donc, qui a un rôle important aussi dans le roman et qui prend une photo. D'habitude, il ne prend pas de photo de personne, mais il a fait une photo à un moment donné de Joséphine qui porte son chien dans les bras. Et je trouvais que physiquement, même, ils commençaient à se ressembler. Et je trouvais ça amusant. C'était une note d'humour, et de tendresse en même temps. Et quoi d'autre? Le chien aussi, j'avais besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le mot, d'un chien pour aller sur la ZAD. Mais moi, je sais, pour m'être bien renseignée sur les ZAD, parce qu'à l'époque, mon histoire est partie de l'intérêt que je portais à Notre-Dame-des-Landes, donc la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en 2016. Et on parlait beaucoup de ça dans l'actualité. Et j'avais lu quelque part que les chiens errants sont interdits sur les ZAD. Et je me disais, mais alors comment ils font tous ces jeunes gens qui se promènent avec des chiens partout? On disait les punks à chiens, mais c'est pas des punks à chiens. Il y a des confusions, d'ailleurs, dans le roman, avec des vieilles personnes qui ont des préjugés sur ces jeunes gens et qui disent c'est des punks à chiens. Pas du tout. Et moi, je me disais, ben, mon chien à moi, il aura le droit d'y aller sur la ZAD, parce que lui aussi, il s'émancipe d'une certaine façon. Donc, c'était pas mal de faire une histoire comme ça, parallèle, un peu symétrique, entre cette vieille dame, enfin cette dame, cette femme, et ce chien, finalement, dont elle voulait pas, mais qui devient une sorte de compagnon de route pour elle. Un compagnon de route qu'elle hésite même à s'en séparer. Elle hésite, elle est en constante réflexion. Alors, c'est pas non plus une réflexion permanente, mais en tout cas, de temps en temps, on sent que elle ne sait pas quoi en faire parfois de ce Buzuc. Et ça peut-être, c'est peut-être une métaphore de son propre fort intérieur, de sa volonté d'avancer dans la vie, ou au contraire de rester plutôt ancré dans le passé, dans les souvenirs. On sent qu'il y a une métaphore, en tout cas, qui s'installe. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mais ce lien, en effet, ce lien du Buzuc, il est aussi là, il est aussi dans l'attachement au présent, ou en tout cas au futur proche, ou alors plutôt rester ancré dans le passé. Est-ce que c'est cela, Marie? Oui, Que je surinterprète. non, 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 c'est vrai, c'est intéressant parce que effectivement, c'est vrai, hein, je n'étais pas vraiment, je suis pas allée aussi loin dans ma réflexion parce que quand on écrit, on n'a pas forcément une intention, vous voyez, d'un message à faire passer. C'est venu complètement naturellement, mais c'est vrai qu'après, en discutant avec les lecteurs et puis en me relisant et en me disant, mais c'est vrai que finalement, il a, il est un peu abstrait aussi d'une certaine façon. Parce que le fait que ce soit un journal, comme je disais tout à l'heure, qui me permettait d'éviter des écueils ou des pièges d'écriture, de trop en dire, etc., ça permet aussi de ne pas forcément décrire le chien. Mais il y a un côté jouissif comme ça, à le voir dans certains épisodes, reprendre vie, renaître. Et on sent bien il y a l'âme de son maître qui est là. Parce que, par exemple, concrètement, il avait interdiction à aller sur cette garenne, donc ce lieu où il y a ce projet donc d'implantation d'un golf ou d'un projet touristique là. Et en fait, le chien, il est interdit de garenne par son maître, par Jacques, parce que justement, il y a des lapins, il y a des choses à chasser, et c'est un chien de chasse quand même au départ. Donc, il avait interdiction d'aller là. Donc, lui aussi, il transgresse d'une certaine façon euh, une sorte d'interdit. Je ne dis pas qu'elle transgresse des interdits, mais d'une certaine façon, oui, parce qu'elle elle est assignée
a un rôle, comme on disait tout à l'heure, de par son âge, de par son engagement dans sa paroisse, etc., le regard que les autres ont sur elle, eh bien, le chien, c'est pareil. Donc, il y a effectivement une sorte d'émancipation, d'affranchissement euh, parallèle. Donc, c'est pas n'importe quel chien. C'est vrai. Alors, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Marie? Et avant cela, le temps que vous vous prépariez, on va faire une photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. C'est à vous, Marie, pour le premier extrait. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un journal, pour ceux qui l'ont pas lu, quoi, parce que je préfère dire, parce que à un moment donné, euh, on ne comprend pas sinon le style et le fait qu'elle parle à quelqu'un qui n'est plus là. Alors, j'ai pris un extrait au début. Tu vois, j'ai eu précisément hier soir confirmation de ce que j'avais déjà pressenti. Quelque chose a basculé chez eux. Ils commencent à se dire, plus rien ne sera comme avant. Nous faisons notre devoir auprès de maman. C'est ce que notre père aurait voulu. J'ai envie d'imaginer que si leur frère avait été là, Ève et Doris n'auraient pas pris leurs aises de cette façon. Soudain, je me suis aperçue que Jade me regardait. Elle était assise à l'autre bout de la table et n'avait pas ouvert la bouche de tout le repas, ce qui n'étonne plus personne, tu n'en reviendrais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était sortie de sa musique, mais son casque était posé sur la table. Alors là, c'est fou, le bien que ça m'a fait de croiser ce regard, tout dur qu'il était, à cause de cet air qu'elle se donne maintenant. J'ai vu aussi qu'elle s'était maquillée les yeux, un geste sûr, un trait noir sous ses grands yeux noirs. Elle doit le faire machinalement. C'est donc admis à présent. Quelque chose a changé sur sa peau aussi. Elle m'a semblé d'un noir plus mat, comme poudré. La beauté de Jade, ma pépite. Je dis encore ma pépite en secret parce qu'elle n'aime plus que je le dise, ce qui ne m'interdit pas de le penser ni de l'écrire. T'ai-je raconté qu'elle n'a pas voulu fêter ses 16 ans avec nous? L'aîné de nos petits-enfants n'a voulu ni de sa grand-mère, ni de ses cousins-cousines, personne. Seulement ses amis, m'a raconté Pierre-Yves, là-bas, au Cameroun. Le prétexte était qu'il s'agissait d'une sorte de fête d'adieu et qu'ensuite, fêter 2 fois un anniversaire ne se faisait pas. C'est moi, te l'avais-je dit, qui lui avait offert son premier rouge à lèvres. Elle avait 12 ans. Je n'ai pas pu lire dans les puits sombres de ses yeux, je n'y arrive plus, et cela m'a fait encore de la peine. Je suppose qu'elle continue à en vouloir à ses parents de la placer à la rentrée en internat. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec elle, ça la seule, mais c'est pas avec la tête qu'elle m'a faite hier soir que j'irai m'aventurer. Et le Busuc, grand-mère, comment il va? Piqué par son ton peu affable, j'ai rétorqué. Ah, justement, tiens, je voulais vous dire, j'ai décidé de le garder, le Busuc. Tous les regards se sont braqués sur moi, tous, y compris ceux des petits. D'ailleurs, je m'étonnais moi-même de cette décision soudaine. Un calme incroyable régnait à la table, comme si j'avais proféré une insanité. T'es sérieuse, grand-mère? Et j'ai compris à l'instant que mon intuition était juste, qu'on avait dû promettre à Jeanne qu'en échange de l'exil, elle deviendrait la nouvelle maîtresse de ton chien. Encore un deal dans mon dos. Tant pis, au point où j'en étais, je ne me suis pas démontée. Et oui, ma chérie. Et de toute façon, en septembre, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, alors que toi, dans ton internat, on accepte les chiens dans les internats maintenant. Alors, toi aussi, tu décides à ma place? T'es comme eux. Et c'est tout juste si elle a baissé la voix pour lâcher une injure que j'ai parfaitement entendue. Mais je n'ai pas voulu relever l'insolence. Personne ne l'a fait d'ailleurs. En l'absence de ses parents, il y avait encore moins de chance. Aucun d'entre nous ne se serait mouillé face à ce bloc de colère qu'était devenu cet enfant. Mais grand-mère, tu le détestes, le Buzuc? Et alors, on n'allait tout de même pas me priver de tout? Les enfants, le chien et bientôt la voiture? Jade a sifflé entre ses lèvres et j'ai lâché pour plaisanter avant qu'elle ne remette son casque sur les oreilles. En tout cas, le Buzuc, il déteste les escabeaux. Jade a fait comme si elle n'avait rien entendu. Elle m'a complètement ignorée et n'a plus desserré les lèvres jusqu'à la fin de la soirée. Mais c'est quoi cette histoire d'escabeau, maman? A demandé Ève. Mais moi non plus, je n'avais plus envie. J'ai juste haussé les épaules d'un air de dire: Oh, rien, des bêtises. Je n'étais plus d'humeur. Merci, Marie. J'aimerais qu'on revienne à cette relation. En fait, cette relation avec ce mari, avec ce défunt, on en sait
pas grand-chose excepté les yeux finalement de Joséphine. On sent qu'il y a un amour, on sent qu'il y a une perte de repère aussi, on sent qu'elle aurait aimé que cet homme soit là dans certaines situations, elle le dit régulièrement. J'aurais tant voulu que tu sois là à ce moment précis pour trouver les mots, pour poser les bonnes questions. Il y a aussi cette envie véritablement d'avoir un nouveau compagnon de vie. Alors ça peut être le Buzuc potentiellement, mais cette relation-là, elle est d'une immense tendresse. J'aimerais que vous nous en parliez parce que ça fait partie du sel du livre, ça fait partie de l'émotion du livre aussi. C'est toujours avec une épure de description aussi. Tout à l'heure, vous disiez que vous écriviez long. Ben, moi, j'ai trouvé au contraire que vous aviez véritablement passé votre texte au tamis parce qu'avec des simples descriptions, avec de simples mots, avec une épure totale de description, vous arrivez quand même à dire les choses et à décrire les personnages. On parlera de Guy tout à l'heure, qui est décrit à la perfection aussi, mais euh, finalement, cette relation entre un défunt et une femme qui, depuis 2 ans, n'a plus son mari près d'elle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et je trouve que vous le faites magnifiquement ressortir. Ouais, merci. En tout cas, ce que je voulais, je ne sais pas trop qui il était, hein, à vrai dire, parce qu'elle elle dit pas, c'est vrai, mais on sent que ça devait être quelqu'un d'assez solide, d'assez rationnel, d'assez bien, euh, comment dire, moins, moins irrationnel, oui, c'est ça, moins excentrique probablement. En tout cas, on sait une chose, c'est qu'il adorait ses filles et que ses filles l'adoraient, voilà. Et moi, ce que j'aimais bien ce que je cherchais à montrer, c'était au lieu de se lamenter, au lieu d'être dans le pathos, vous savez, elle aurait pu, si j'avais écrit un roman, on va dire classique, c'est-à-dire une écriture omnisciente, vous voyez, avec le point de vue mon point de vue à moi sur là c'est Joséphine qui parle donc je ne sais pas elle dit ce qu'elle veut mais je pense qu'on en saurait beaucoup plus évidemment sur son mari mais ce que j'aimais bien ce que je voulais montrer c'était une sorte d'élégance chez elle et parce que elle n'est pas dans le pathos, elle se plaint pas, on la voit pas, elle pleure pas, elle n'est pas, euh, elle n'est pas dans la lamentation, hein, mais parce que je pense que le couple il fonctionnait comme ça. Et donc elle continue. Et ce qui est à mon avis, aussi assez vraisemblable, ah, je ne sais pas, mais je crois, que c'est que, il est possible qu'elle entende, parce que c'est un veuvage en fait, qui est assez récent, hein, ça fait 2 ans au début du roman qu'elle a perdu son mari, et pendant un an, je pense qu'elle entendait sa voix dans sa tête. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce journal, à ce dialogue muet, en fait, entre eux, parce que de temps en temps, il intervient. Hein, elle entend sa voix et il répond des choses. Il se moque un peu d'elle. Donc je pense que l'humour, il avait probablement aussi de l'humour, hein, parce que il répond un peu sur le même ton, la même tonalité, dans le même registre. Et c'est ce qu'elle attend de. Vous voyez, quand elle dit à un moment donné, est-ce que, tiens, il y a un pigeon à un moment donné dans l'église, et vous vous rappelez cette scène où elle est distraite par le pigeon et puis elle se dit, tiens, ben, c'est peut-être le Guy finalement, c'est peut-être Jacques hein, qui est revenu sous la forme d'un pigeon. C'est tout à fait possible, pourquoi pas. Et moi, j'aimais bien cette idée elle divague un peu comme ça, mais c'est cette façon de faire son deuil. Donc, il apparaît, il est là jusqu'à la fin. Et à un moment donné, euh, ça, je trouve que c'est... Quand je cherche de l'émotion dans le texte, je me dis que l'émotion, elle peut être là, à cet instant où, à un moment donné, elle l'appelle, ou elle lui parle, et il ne répond plus. Et je pense que c'est peut-être ce qui se passe. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas veuve, donc je n'ai pas encore fait cette expérience. J'ai connu des décès autour de moi, bien sûr, importants, mais comme je ne suis pas veuve, je ne peux pas juger si c'est vrai, possible ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il disparaît, on ne l'entend plus, elle ne l'entend plus. Et pour moi, c'est peut-être le début d'un décrochage. Alors, on peut penser qu'à un moment donné, c'est parce qu'elle est sortie de son deuil. C'est possible aussi. Hein. Elle est sortie de son deuil, où il est toujours présent, bien sûr, mais enfin,
le deuil le plus proche, le plus dur à vivre, les premiers mois, les premières années, eh ben, elle est peut-être en train de surmonter ça. Et donc, Jacques s'efface complètement. Et voilà, ça c'est peut-être vous avez raison de parler de ça parce que je pense que c'est là, si on veut que euh, dans cette relation, hein, qui est intime et qui est en même temps pas tellement donc sur le pathos ou dans la lamentation, comme je disais tout à l'heure, ou dans la tristesse, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il survit, il continue à vivre. Il n'est plus là physiquement, mais dans sa tête. Et puis, à un moment donné, il y a un décrochage. Et le décrochage, il commence même lorsqu'elle décide de vider sa penderie. La fameuse obsolescence programmée d'un pantalon ça m'a fait beaucoup rire, ça. Est-ce que ça a du sens ou pas? Je ne sais pas, mais on sent que le deuil commence déjà aussi. À partir de ce moment-là, ce sont des signes qui ne trompent pas clairement. J'aimerais qu'on parle de Guy, parce que Guy, il a aussi un rôle à jouer, et vous le décrivez avec une phrase que je trouvais géniale. Tu sais que Guy est finalement un assez obscur personnage. Derrière ses photos romantiques, il cache un tempérament de porte-flingue comme on en voit au cinéma. On l'imagine très bien, ce Guy. Il a aussi un rôle à jouer, on n'en dira pas non plus trop, mais qui se cache derrière ce personnage-là? Il y a différents personnages qui ont aussi une lumière, quelque chose de différent, quelque chose de parfois de plus sombre, mais Guy, il a quand même une force particulière, et c'est un petit peu celui qui comment dire, le frondeur, le rabat-joie, on va l'appeler comme ça, peut-être le Oui. rabat-joie. Alors, oui, 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 et j'aime bien aussi ce personnage. Je voulais juste revenir 2 minutes sur ce que vous avez dit juste avant sur les armoires, qu'elle vide ses armoires. Ça rejoint ce que vous avez dit au début sur la vieillesse, etc. Et parce que c'est quelque chose qui, moi, me paraît important, effectivement, dans le vieillissement, l'état de vieillissement, c'est probablement le détachement. On se détache de tout. Donc c'est pour ça qu'on peut penser, elle donne tout ce qu'elle peut, mais on s'inquiète autour d'elle, on se dit bah, peut-être qu'elle va donner jusqu'à sa maison. Là, ça craint. Vous voyez, c'est pour ça que tout le monde veille au grain, parce qu'on se dit ça, c'est pas possible, il va falloir que la contrôler. Mais donc, donner des choses, et y compris les choses de son mari, c'est vrai que c'est une façon aussi, peut-être, oui, de faire son deuil. D'ailleurs, elle s'arrête devant le placard de ses enfants. Hein, parce que non, ça, peut-être que c'est pas possible. Mais donc oui, pour parler de Guy, en fait, c'est le seul personnage existant dans mon roman. C'est un photographe, il est décédé aujourd'hui, et c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais qui a produit un livre magnifique. C'est quelqu'un qui a fait des photos, qui venait photographier tous les jours, pendant des années, de sa maison. Ce fameux îlot Sainte-Anne, il habitait juste en face de l'autre côté de la baie, et puis il photographiait les levées de soleil. Alors, pas toujours de soleil, parce que évidemment en Bretagne, on ne peut pas dire qu'il y a du soleil tous les matins, mais c'est les levées du jour sur l'îlot Sainte-Anne, sur les pins maritimes, etc. Mais je ne savais rien de lui. Je savais juste que il avait fait ce beau livre que j'avais acheté, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il avait l'habitude de, de signer, non pas de signer, mais de mettre les indications temporelles, l'heure à laquelle il photographiait. Donc, je me suis inspirée de ce livre, mais je ne savais rien de lui. Donc, j'ai imaginé sa vie. J'ai imaginé que cet homme-là, je pense que c'était un homme assez âgé, et j'ai pensé que c'était un gendarme. Ça m'intéressait qu'il soit un gendarme, parce que ça expliquait pourquoi il numérote tout et pourquoi il est très vigilant sur ce qui se passe. Lui, il est très informé. Alors ça m'intéresse beaucoup, les zadistes, hein, parce que il est typiquement, on pourrait dire, une sorte de français moyen, je pense, gentil, mais quand même avec des idées un peu ronchon. C'est le français typique, vous savez, qui ronchonne. Il a un très bon fond, il a un bon cœur, mais il a des idées reçues. Alors lui, c'est vraiment, comment on pourrait dire, je pense à Flaubert, là, vous savez, quand il dit le dictionnaire des idées reçues. Mais alors lui, c'est vraiment typiquement le gars qui est fait que de ça, des idées reçues. Il est
À côté de ça, il a un grand cœur, hein, il s'occupe de sa mère, on apprend des choses sur lui, mais en même temps, il a le sens, le goût de la beauté. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est là-dessus qu'il se retrouve peut-être avec Joséphine. Et alors, le côté porte-flingue et tout ça, ben oui, parce qu'il est flic. Donc, lui, il voit ces jeunes qui s'installent, il voit tout de suite le déroulé de l'histoire, hein. Il sait où ça va aller. Donc, son rôle est important parce que il est là pour moi, pour aussi pour déniaiser en quelque sorte un peu Joséphine, hein. Vous êtes un peu dans l'utopie, vous croyez que tout le monde s'aime, la fraternité, tout ça, mais non, ceux-là, ils sont venus mettre de la pagaille chez nous. Donc, il a ce rôle-là. Et puis, au-delà, il a aussi un rôle un peu de, vous savez, comme dans les chœurs antiques, là, dans les chœurs antiques, dans les tragédies de raciniennes et tout ça, il y a toujours un chœur antique. Vous savez, il est pas forcément identifié, mais il a un peu ce rôle-là d'apporter, de dire des vérités, oui, de dire des choses comme ça de la vie. C'est comme ça, vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer. On dit, on l'appelle aussi la tour de contrôle, hein. Il est un peu comme une tour de contrôle parce qu'il est aux premières loges. Et donc ce personnage, pour moi, il est important, mais c'est une relation étonnante, quoi, avec Joséphine, parce qu'elle vient le voir régulièrement, ils se rencontrent, mais ça va pas tellement au-delà, hein. Voilà, il sort sa banderole, mais j'aime bien ce côté terre à terre, hein, du personnage. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un comme ça sur la ZAD, parce que sinon les jeunes zadistes, bah, c'est pas drôle, quoi. Il fallait aussi qu'il y en ait un qui pointe du doigt et qui s'inquiète, et qui fasse avancer l'histoire, parce que sinon, s'il y a que Joséphine, ça part dans n'importe quoi. Alors j'ai appris quelque chose d'intéressant sur la Bretagne. J'ai appris grâce à vous qu'il y avait un peu de soleil. Justement, au gré des chapitres, vous disséminez parfois un petit peu de météo dans le titre des chapitres. Alors parfois pas forcément un élément météorologique, mais un pull, un élément, un vêtement qui permettrait de comprendre finalement l'atmosphère et l'ambiance de ce que vous allez écrire. Excepté cette petite touche d'humour piquante sur la Bretagne, étant donné que je vis à Nice et que la pluie m'est inconnue. Euh, Véritablement, ces titres de chapitres, je les ai trouvés très habiles, très subtils sur ce que vous alliez déclencher ensuite. Est-ce que ce sont des titres de chapitres qui sont venus avec Lise? Est-ce que c'était une envie aussi de mettre un cadre géographique, météorologique, qui Oui. permettait aussi à Joséphine de s'extraire le matin en s'habillant et de choisir finalement un vêtement adapté au temps? Bien sûr, c'est plutôt ça, oui, oui, oui. Ça existait dès le début, parce que comme c'est un journal, je trouvais intéressant de mettre une indication, comment dire, bah, typique, quoi, typique des Bretons, puisque c'est une thématique récurrente, chronique. La météo, c'est un sujet grave, un sujet important, parce que pour tout le monde, pour les pêcheurs, mais pas que, pour les touristes, parce que on prend une semaine de vacances, bon, on n'est jamais sûr, donc tout le monde regarde la météo, on sait l'importance de la météo, et donc ça allait de soi pour moi. Quand on lit le télégramme de Brest, le télégramme en Bretagne, le journal local, c'est la première chose que les gens regardent, c'est la météo, hein. Après, il y a les avis funéraires et tout ça, mais enfin, c'est d'abord la météo et on regarde la météo. Et donc, pour moi, ça allait de soi parce que comme ça, elle donne aussi une indication à Jacques, hein. Et puis, ça permet aussi de suivre les saisons parce que c'est très important aussi, bon, les saisons, puisqu'on parle quand même de nature, hein, parce que c'est quand même la nature qui est centrale. Et donc, la météo, bien sûr, puisque ça annonce, c'est annonciateur aussi de quelque chose qui va se produire à la fin. Donc, je ne veux pas raconter, bien sûr, mais donc ça nous entraîne, ça nous amène jusque-là, bien sûr, jusqu'à la fin, jusqu'à la chute. Voilà. Et ce qui est aussi très important, vous l'avez à peine évoqué tout à l'heure, c'est la langue bretonne. On apprend beaucoup de termes locaux, on apprend beaucoup de choses sur la Bretagne quand on n'y est pas familier. Vous vouliez aussi un langage particulier, une verve, une gouaille,
qui permettent aussi de se mettre véritablement dans l'ambiance. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un romancier ou une romancière qui n'insère pas dans un territoire, dans une langue régionale notamment, des termes régionaux. Et c'est vrai que là, vous le faites, et tant mieux parce que ça permet quand même aussi d'accrocher le lecteur par rapport à cette ambiance et à cette région. Il y a beaucoup de gens qui, au contraire, moi j'ai des amis lecteurs qui me disent que, au contraire, ils trouvent que c'est insupportable des termes étrangers ou régionaux dans des textes. Parce qu'il faut toujours aller en bas de page etc. Vous voyez, c'est plutôt un frein à la lecture. Mais moi, vous voyez, par exemple, dans les autres livres que j'ai écrits, bien sûr, il y a, par exemple, dans mon roman réunionnais, il y a quelques mots créoles je me suis autorisée ça, alors que je ne suis pas créole, je ne suis pas réunionnaise, je me suis autorisée ça parce que ça fait partie des personnages, hein. Et là, en l'occurrence, j'ai de temps en temps, j'ai distillé comme ça quelques petits mots. Alors moi, je ne parle pas breton, il y a de moins en moins de gens, malheureusement, qui parlent breton, et même de ma génération. Je sais qu'il y a des jeunes gens maintenant qui vont dans des écoles bretonnes et bretonnantes, etc., un peu plus maintenant. Mais là, j'ai mis des mots qui sont venus comme ça spontanément parce qu'il n'y en avait pas d'autres possibles pour moi, parce que c'est passé quasiment dans la langue commune. Et bon, de temps en temps, je donne une explication, mais j'ai essayé de modérer l'emploi de ce vocabulaire, mais il y a plutôt des expressions françaises, mais qui sont, à mon avis, je ne suis pas sûre, je n'ai pas cherché vraiment à savoir, mais je pense qu'il y a des expressions françaises qui sont traduites directement du breton et qui sont souvent très, très imagées. Et pas seulement autour de la météo, mais autour du comportement des Bretons. Il y a des termes spécifiques l'humeur, des choses comme ça. Et donc, de temps en temps, et je trouve que c'est pas gênant. C'est pas très gênant. Mais je sais qu'il fallait pas que j'en mette trop parce que, effectivement, aller faire un lexique, c'était pas non plus l'objectif. Ça m'intéressait pas de faire ça. C'était encore une fois très mesuré ça rajoute quand même une dimension supplémentaire. J'aimerais qu'on revienne notamment au rôle de grand-mère. On n'a pas tant évoqué que ça tout à l'heure, puisque cette grand-mère finalement est dépossédée de sa... Je sais pas comment on dit d'ailleurs, on dit pas grand-maternité d'ailleurs, dépossédée de ses droits en tant que grand-mère, puisqu'elle a quand même fait quelque chose aussi pour mériter ça, entre guillemets, c'est qu'elle a oublié de surveiller ses petits-enfants qui étaient retrouvés prisonniers sur un îlot à marée montante. Donc ça peut inquiéter forcément les parents. Et là, j'imagine que s'il y a des grands-parents dans la salle, vous allez aussi peut-être parfois faire un transfert. Euh, pour le coup, c'est aussi ça aussi. Je trouve que le sel du roman traverse aussi cette notion de confiance, la confiance des parents donnée aux grands-parents pour confier des enfants. Je trouve que la symbolique est extrêmement forte. Je sais pas, j'ai pas fait d'études particulières sociologiques là-dessus, mais on a peut-être l'impression qu'il y a aussi un petit peu moins de confiance donnée aux grands-parents. Il y a eu quelques affaires judiciaires qui ont fait aussi écho. Mais est-ce que vous trouvez aussi que cette confiance-là, elle est très difficile aujourd'hui où l'enfant est de plus en plus roi? Non, d'abord, je dirais, je ne peux pas être porte-parole donc des grands-parents parce que je ne suis pas moi-même grand-parent, grand-mère, donc je ne sais Justement, pas. Joséphine est très loin de vous, hein. Ah oui, 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 bah oui. Mais quand même, je sais ce que c'est une grand-mère, hein. Moi, je l'ai eu, et puis autour de moi, et je vois. Mais c'est ce que j'avais envie aussi là de casser l'image, l'attente qu'on a, par exemple, justement, à une grand-mère ou à un grand-père. C'est-à-dire que bah, la vie ne s'arrête pas. C'est pas parce que vous avez des petits-enfants que votre vie s'arrête. Moi, je dis ça parce que c'est pas parce que je sais pas comment je serai moi le jour où si j'ai un jour je suis grand-mère. Mais ce que je pense, c'est que j'ai observé autour de moi que parfois la vie s'arrête. Pratiquement, enfin, votre vie s'arrête parce que vous vous dites, bah, maintenant, je vais m'occuper de mes petits-enfants. C'est maintenant, c'est ça mon rôle.
Et ben là, bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on peut mener de front plusieurs vies, une vie de mère, d'épouse, de grand-mère, d'écrivain, enfin, etc., de musicienne, peu importe. Et ce que je voulais surtout, c'était casser cette image, cette attente qu'on a. Et ça démarre comme ça avec Joséphine. C'est-à-dire que elle, je n'ai pas de jugement de valeur sur elle. Est-ce que c'est une bonne grand-mère, pas une bonne grand-mère? À mon avis, elle est excellente et comme grand-mère parce que justement, elle est elle-même. Hein. Donc, elle dit des phrases, elle dit des choses importantes, mais elle transmet quand même des choses. On voit bien avec ses petites filles, par exemple. Mais au départ, je reviens encore à ces filles. Ces filles ont une attente. C'est évident qu'elles ont une attente par rapport à leur mère. Et donc, elle a oublié effectivement ses petits-fils sur sur un îlot et à la marée montante, ben, elle est arrivée trop tard pour les chercher. Déjà, elle n'aurait jamais dû les laisser tout seuls. Bon, ils avaient 9 ans. Mais bon, ça arrive parce qu'elle avait confiance, elle. Elle avait complètement confiance et elle est arrivée, malheureusement. La mer est montée, elle ne pouvait pas y aller. Alors elle a dit quand même, j'aurais pu aller les chercher à la nage, en tout cas rester là-bas avec eux les 6 heures de temps de la marée montant, le temps que la marée redescende. Mais effectivement, c'est peut-être un clin d'œil à des choses qu'on entend aujourd'hui où on ne peut plus rien faire. Bon, bien sûr, dans les voitures, il faut mettre la ceinture de sécurité, il faut sécuriser au maximum, ne prendre aucun risque. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui peuvent porter plainte contre leurs parents. J'ai entendu des choses comme ça. On ne peut pas donner une tape, une fessée sans que ça fasse un drame. Bon, je ne dis pas que je suis pour la fessée, bien sûr, hein, mais on vous scrute. On scrute ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous lisez. Alors, j'ai dit que j'avais écrit un peu plus long. Effectivement, par exemple, il y a un chapitre que j'ai enlevé, que j'ai retranché complètement, parce que, mais ça, c'était de moi-même, hein, parce que je me suis dit, tiens, finalement, ça en dit trop, ça en dit trop sur des. Comme je vous ai dit, je voulais rester sur l'ambiguïté, sur le personnage, sur son ambivalence. Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle est un peu déprimée? Est-ce qu'elle commence à avoir des troubles cognitifs? C'est ce que les gens pensent, etc. Donc, je ne voulais pas en dire trop parce que c'était un chapitre où je parlais où ces filles venaient lui dire, non, mais quand même, après ce qui s'est passé, elles viennent donner une explication de texte en quelque sorte après le repas où elle apprend donc qu'on ne va pas lui confier les enfants pendant l'été, ce qui la rend donc disponible, hurrah, hein, pour vivre des aventures, les aventures qu'on connaît. Et mais ces filles viennent ensuite à la maison et ça rajoute une couche d'explication sur ce qu'elle a fait et les raisons pour lesquelles ces filles lui disent, bon, maman, tu as vraiment besoin de te reposer là parce que ça va pas. D'ailleurs, il y a des choses quand même qui vont pas, tu vois. Là, mon petit dernier, là, un des enfants, un des petits, faisait des cauchemars la nuit parce que sa grand-mère lui avait raconté des histoires de terreur, enfin de monstres, des histoires, vous voyez, comment dire, de terreur, quoi. Hein. Mais moi, je répondais à sa place, à Joséphine, parce que moi, j'ai lu beaucoup d'albums pour enfants à mes propres enfants. Et donc, je connais. Et je disais, et les contes, on a tous été nourris de contes, mais il n'y a pas plus dramatique, il n'y a pas plus terrifiant que les contes qu'on lisait pour les enfants, des petits chaperons rouges, les contes de Perrault et les contes de Grimm, etc. Enfin, tous les contes sont souvent des histoires de, violentes. Hein. Donc, elle se défend comme ça, mais ses filles lui disent, bon, tu vois, là, vraiment, tu vas trop loin et tu as raconté des histoires, il n'endort plus de la nuit. Et je me suis dit, non, là, c'est trop, ça va trop loin. Et là, je suis en train comme si je réglais un compte moi-même, mais j'ai pas de compte à régler. Donc, j'ai dit, il faut lui laisser, comment dire, faut laisser planer davantage d'ambiguïté et laisser penser aussi que ces filles n'ont pas autant de reproches à faire. C'est qu'elles ont des attentes légitimes, sans doute. Hein, parce que vous avez votre mère qui habite à côté, ben c'est normal de tous les jours elle aille chercher les enfants à l'école, qu'elle s'en occupe, qu'elle donne des goûters, etc. Mais moi, je pense que l'histoire, elle n'est pas, c'est pas gravé dans le marbre, ça. Il y a pas, on n'a pas signé un carnet, vous savez, dans lequel vous dites, bon, ben maintenant,
tu vas faire ceci, cela, en cochant des cases pour être dans la bonne case. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur son tempérament, une forme de liberté, d'excentricité pour certains. Depuis que je vous écoute tout à l'heure, je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi, mais on a l'impression que ces personnages, ils sont vivants. Vous en parlez comme s'ils étaient à côté de vous, comme si véritablement ils vous habitaient constamment. C'est assez frappant, c'est rare que je ressente ça chez un auteur qui passe ici. Et je trouve que là, véritablement, on sent que Joséphine, que Guy, alors Guy, il a véritablement existé, mais les autres, on a l'impression que vous en parlez comme si vous aviez parlé avec eux hier. Est-ce que vous ressentez ça aussi depuis la sortie du livre ou depuis que vous l'avez écrit? Ben, c'est déjà en l'écrivant, en fait, parce que les personnages, ils prennent chair. Chair, chair, bien sûr. Hein, ils se remplissent de chair au fur et à mesure que vous écrivez. Parce que moi, quand j'avais besoin de quelque chose ou que j'étais un peu bloquée ou je, je, je trouvais que le personnage manquait un peu de vie ou de quelque chose, parce qu'il y avait des moments, des coupures dans l'écriture. Je ne peux pas écrire, malheureusement, ça ne peut pas se passer comme ça. Dans la continuité, il y a des ruptures qui durent parfois un mois, 2 mois, on ne peut pas écrire. Et donc, j'avais qu'une hantise, et j'ai toujours eu cette hantise par rapport à mes personnages, c'est que le personnage soit rassis. Vous voyez, qu'il soit tout sec et que ce soit terminé, on peut plus travailler cette chair. Et ça, c'est quelque chose qui était ma hantise. Et donc, je partais marcher après pour retrouver le texte quand j'avais fait de longues coupures. Et puis, je revivais avec le personnage, son aventure, je la reprenais et je le remplissais de nouveau de chair, de sang, de vie. Et puis, c'est naturel. Je pense que tous les auteurs vivent ça. J'en suis sûre, parce que ce ne sont pas des êtres de papier. Euh, Parce qu'on le veuille ou non, là, j'ai dit, c'est pas autobiographique. Et tant mieux, parce que ça m'intéresse pas du tout de faire de l'autobiographie ou de faire de l'autofiction. Je suis complètement rétive à ça, à l'autofiction, parce que moi, je préfère lire des romans. J'ai un côté romanesque, donc je préfère moi aussi écrire des romans et de la fiction. Mais mine de rien, on est quand même irrigué par des lectures qu'on a faites, par des rencontres qu'on a faites, par des histoires qu'on a lues ou qu'on a vues à droite à gauche. Moi, j'écoute beaucoup la radio, tout ça. Enfin, je regarde la télé. Je suis très inspirée par des choses qui se passent autour de moi. Donc, je prends beaucoup de notes parfois. Et je me dis, bah, tu vois, mon personnage, ça, 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 ça c'est un accessoire dont elle a besoin. C'est bien pour elle. Et petit à petit, on construit le personnage comme ça. Mais moi, je dirais comme Irène Frein. Moi, j'aime beaucoup Irène Frein. C'est un auteur breton aussi. Elle est très connue. Elle a fait des best-sellers, des romans formidables. Et un jour, j'ai entendu dire une chose. Elle a écrit des choses un peu plus auto-fictionnelle, on va dire. Donc, elle parle un peu d'elle, de sa vie, mais pas que. Elle a fait aussi beaucoup de romans que j'aime beaucoup. Mais elle disait, de toute façon, qu'on le veuille ou non, un personnage, c'est toujours une émanation de soi, mais qui vous échappe. Donc, si j'ai choisi tel et tel personnage, il faut avoir l'humilité de reconnaître que j'ai un attachement parce que je m'intéresse à ce genre de personnage. Il m'intéresse. Dans mon précédent roman, ça n'a rien à voir, mais certainement que quelqu'un dirait, bah, tu vois, là, ça te ressemble. Il y a un personnage qui est, même si je crie, je suis très fâchée quand on dit, mais non, c'est toi. Je dis, non, c'est pas moi. Mais il faut avoir l'humilité de dire que de toute façon, on s'intéresse les personnages, ça part de soi-même. Tout part de soi. Après, on peut recourir à des subterfuges, aller, je sais pas moi, vivre à l'autre bout de la planète. Je vais aller au Vietnam, par exemple, et je vais dire, bah, mon histoire se passe au Vietnam. Mais ça fait rien. Ce sont des astuces ou ce sont des, donc c'est pour ça que oui, c'est vivant parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que, que je vis avec lui, quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, je l'ai terminé il y a déjà 4 ans, mais on l'a retravaillé avec Lise, le fait de le retravailler.
Vous voyez, ça a remodelé la pâte. Et puis ensuite, maintenant, il est sorti. Donc forcément, de temps en temps, je rencontre des libraires. De temps en temps, je rencontre des personnes comme vous. Et ça relance. Donc, à force, je pense que ils sont pleins de vie, quoi, finalement. Très bien, très bien. Alors, on n'a pas encore parlé, on a un petit peu parlé quand même, bien sûr, mais de ces zadistes, de ces Gwen, qui sont appelés les Gwen, avec ce projet de golf sur l'îlot Sainte-Anne à Saint-Paul-de-Léon, qui n'existe pas en vrai, hein, on est bien d'accord. Euh, Le projet de golf Golf, le projet de n'a golf. jamais existé, non. Voilà. Comment vous en êtes venu justement à créer quelque chose qui aurait pu exister, hein, clairement, vous avez cité tout à l'heure Notre-Dame-des-Landes, Oui. vous avez pris en effet appui sur cela. Est-ce que les choses ont évolué depuis 4 ans? Est-ce qu'il y a eu des projets comme celui-ci? Est-ce que ça existe? Et justement, comment vous avez essayé à votre manière de combattre justement cette emprise de l'homme sur la nature? Alors, le projet n'existe pas, mais j'ai appris depuis pas longtemps. Je suis retournée chez moi là l'été dernier, au moment où il y a eu du lancement du livre. J'ai appris que à cet endroit précis, là, l'îlot Sainte-Anne, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un, un maire, ça tombe bien parce que moi je pensais que c'était même pas possible, mais qu'un maire avait eu ce projet, mais il y a quand même déjà de peut-être 30 ans de cela, de faire une espèce de thalasso, de centre de thalasso à cet endroit. Et évidemment, il y avait déjà eu une levée de bouclier donc, contre ce projet à l'époque. Donc, non, non, mais les Bretons, de toute façon, ils sont très vigilants par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, il y a une loi littorale qui empêcherait, je pense, complètement le premier début d'un premier coup de pioche, vous voyez, quelque part. Euh, Ça, ce n'est pas possible. Mais moi, évidemment, quand j'ai rencontré des gens là-bas, les Bretons, certains m'ont dit, mais vraiment, quelle idée absurde, quelle idée épouvantable, tu donnes des idées aux gens, à des zadistes, voilà, de venir s'installer là, et à des jeunes qui ont envie, par exemple, de faire des expériences de survivalisme, par exemple. Pourquoi pas, hein, parce que moi, je me dis pourquoi pas, c'est possible hein, en Bretagne. C'est un lieu où on peut survivre parce qu'il y a la pêche, il y a la chasse, et puis bon, il y a la nature est encore, il y a beaucoup d'agriculture, etc. Et donc, je suis, oui, très sensible, moi, à ces sujets-là, sans être absolument pas du tout militante. Je ne suis pas idéologisée, je ne suis pas radicale, mais plus que d'écologie, c'est la nature c'était le sujet de la nature qui était central pour moi. Et donc, la préservation de la nature. Et puis, il faut dire qu'ici, moi, je suis à Toulouse. J'habite à Toulouse et dans la région toulousaine, il y a pas mal de projets comme ça qui sont battus en brèche, enfin qui sont l'objet de luttes hein, physiques et tout est assez violente. Vous avez entendu parler de Sivins, ben, c'est pas loin. Maintenant, il y a l'autoroute de Castres, voilà, qui est contestée. On voit bien, il y a des arbres qui ont été abattus. Moi, je ne sais pas si j'avais 30 ans aujourd'hui, peut-être que, je ne sais pas, j'en ferais partie. Mais oui, c'est important la défense de la nature, mais en même temps, je voulais un personnage, Joséphine, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'a pas donc de préjugés comme les autres, comme les groupes de retraités là, avec lequel elle combat, parce que eux, ils disent tout de suite, oui, mais d'accord, on est contre le projet de golf, il n'y en aura pas, c'est sûr, on va se battre, mais on ne veut pas non plus des zadistes. Donc finalement, vous savez, l'histoire de la peste et le choléra, finalement, ni l'un ni l'autre. Et alors que Joséphine, et elle a raison à mon avis de le penser, elle dit, mais heureusement qu'il y a des jeunes gens investis, voilà, on n'est pas obligé d'approuver la violence, hein, mais en tout cas que c'est la planète qui est menacée et il faut bien des personnes engagées et qui essayent de sauver ce qui reste à sauver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein. Et c'était le fameux non à tout.
Oui, Aurélie, c'est à toi. Bonjour Marie. Euh, euh, bonjour. on a pas mal échangé par message interposé. Alors, j'avais pas de questions et je voulais juste revenir par rapport à la place des grands-parents. Et je voulais vous dire merci. Et merci à Julie, du coup, qui m'a fait lire le livre. Parce que, en fait, moi, en tant que fille de couple de 75 ans, hein, du coup, ça a complètement changé ma manière d'appréhender mes parents. Et le D'accord. fait que je me dis, bah, en fait, c'est vrai, ils ont une vie, ils peuvent continuer. Et comme je le disais dans le chat, en fait, me souvenir que ils ont été mes parents avant d'être les grands-parents de leurs petits-enfants. Du coup, je leur ai fait lire, enfin voilà, toute la famille l'a lu. Donc voilà, Ah, je voulais. super. Donc toute la famille vous adore euh, dans le Finistère. Et, enfin voilà, je voulais juste vous remercier. Et mes parents, du coup, vous remercier aussi parce que du coup, ma fille retourne en vacances chez eux. Mais c'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, on embrasse tes enfants qui sont toujours sur la marée haute. Voilà. Eh bien, Marie, c'est le moment du deuxième extrait. Euh, voilà, c'est à vous, Marie. Et puis ensuite, je vous poserai les questions récurrentes que je pose à chaque auteur. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'ai choisi? Un extrait que j'ai pas encore lu parce que... Non. 24 juillet, ça se gâte. La mère Combotte a encore fait des siennes. Elle est allée raconter partout que j'avais vidé mes armoires et donné tous tes vêtements. Franchement, elle se trompe. Il y en a certains qui ne sont pas en assez bon état pour être donnés ou trop fatigués. Je suis allée la trouver, cette pignouse, pour lui demander ce qui lui prenait, en quoi ça la dérangeait et de quoi elle se mêlait. Elle a eu son rire de chèvre, mais ça n'a pas duré longtemps. Pour une fois qu'on donne, en sachant qui en bénéficiera, jusqu'où va la bêtise? Tu sais ce qu'elle m'a rétorqué? Les bras m'en tombent. Oui, mais quand même, l'événement de Jacques, là, tu nous as étonnés. Tu nous as étonnés. Je me suis demandé qui était ce nous, mais c'est surtout ce ton dramatique qu'elle a pris qui m'a trop agacée. Et si c'était Jacques en personne qui m'avait poussé à le faire, je lui ai répondu. De toute façon, il est peu probable qu'il revienne. Elle a replongé dans son tiroir caisse et je suis sortie de la boulangerie avec ma demi-baguette. Ce qui m'a pris, bah voyons Jacques, c'est ce que j'ai fait de mieux pour ces jeunes gens ces dernières semaines. Voilà ce qui m'a pris. Il y a une telle hostilité envers eux depuis quelques jours, alors j'ai eu cette idée. J'ai vidé, trié, distribué toutes ces choses qu'on a accumulées. Prends ton pantalon gris perle, par exemple, le Ralph Lauren. C'est un mini rocher du guet. Il t'a appartenu un temps, il s'est adapté à toi, et comme il n'est ni usé ni fatigué, il va continuer son travail, se rendre utile à un autre. Et même, il est content de retourner dans le cycle de la vie plutôt que de suffoquer au fond d'un placard à subir des piqûres de mythes. Est-ce que l'obsolescence programmée d'un pantalon, ça a du sens? Non. J'aime mieux ça que de le mettre dans un sac en plastique que j'irai jeter ensuite dans un grand tiroir aveugle, un conteneur anonyme où ton pantalon Ralph Lauren connaîtra le même sort que des milliers d'autres, des malodorants aux étoffes grossières et élimées, finir broyés ou enfouis quelque part, loin, très loin de chez toi, dans une décharge, sous des montagnes de vêtements maltraités, mal recyclés, inutiles, abandonnés. Oui, plutôt tes affaires à toi, oui. C'est plus logique et plus utile surtout, tu trouves pas? À dire vrai, j'ai pensé que ce serait bien, sur ma lancée, que j'aille aussi dans la chambre des enfants. Sauf que là, placard grands ouverts, je suis restée devant les étagères, bras ballants, à passer en revue ce fatras délicieux, ces montagnes de vieilleries adorables, ces congrégations d'orphelines. Je les ai effleurées, puis j'ai refermé les portes. C'est bon, je me suis dit, suffit pour aujourd'hui. Faut pas exagérer non plus. J'ai conservé aussi tes manteaux, tes pardessus et toutes tes vestes, qui, serrées les unes contre les autres, ne semblaient pas manifester tellement d'envie de reprendre individuellement le cours d'une existence parfois exténuante pour certaines. Un des Gwen, celui des trois qui m'accueille comme si j'étais Mère Teresa en me serrant dans ses bras, quasi à m'étouffer. Et bien maintenant, il porte tes bermudas et tes chemises, du moins toutes celles qui n'aspiraient pas au repos. Il dit que les vêtements circulent, qu'ils n'appartiennent pas plus à lui qu'à un autre, ce qui doit être exact, parce que j'ai vu sur des planches posées sur des tréteaux, sous une grande bâche,
qui avait des piles et des piles de vêtements à disposition. Je ne suis pas la seule à donner, sans doute, à moins qu'il ne soit allé vider les bornes du secours populaire. Bref, on a là, dans les ruines de l'ancien four à chaud, sous les tamaris, une sorte de friperie, un Emmaüs à ciel ouvert. Parce qu'il n'y a pas seulement des fripes suspendues, des couvertures, que sais-je, mais un bric-à-brac extravagant qui s'accumule à côté, des cadres et des roues de bicyclette, des choses comme ça, rapportées de la déchetterie peut-être. Je me demande pourquoi faire, puisque selon l'accord conclu avec la mairie, ils lèvent le camp la semaine prochaine. Tes chemises, ben, je dois dire que ça me fait de l'effet de les voir portées par des jeunes gens inconnus. Je trouve que c'est flatteur pour toi et pour eux, parce que tu aimais les belles choses. C'est un peu de toi qui circule maintenant sur la garenne de la couette de plume. Toi, en naufragé magnifique, pieds nus, avec une sacrée dégaine, en décoiffé et chemise fripée. Voilà le deuxième extrait. Merci Marie. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu d'influence, on a parlé d'Irène Frein. J'aimerais que vous nous parliez d'un auteur un petit peu moins connu finalement, que vous aimeriez mettre en avant, qui vous a peut-être inspiré, forgé, quelqu'un que vous appréciez particulièrement, mais qui a peut-être été oublié, ou en tout cas qui est peu visible sur les tables de librairie. euh, qui m'a inspiré. Non, je ne vois pas, mais alors, il y a des auteurs qui sont pour moi des auteurs de cœur depuis très 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 longtemps. Et malheureusement, bah, ce que je veux dire, c'est des auteurs connus, mais il y en a aussi un tout petit peu moins connus, peut-être un peu plus récents. Alors, j'avais noté que euh, mes mascottes, enfin les auteurs qui m'ont, parce que vous avez dit tout à l'heure, je suis pas un jeune auteur, hein, voilà, donc j'ai un long passé de lectrice avant d'écrire et avant d'être passée à l'écriture. Ou maintenant, quand on passe à l'écriture, c'est autre chose parce qu'on fait des lectures souvent intéressées. Hein, donc, je vais plus tellement vers, vous voyez, au hasard, comme ça, dans les librairies, en me disant, tiens, ça peut m'intéresser. Non, je fais souvent des lectures utiles, des lectures qui m'intéressent. Mais euh, moi, les auteurs, j'en parle, même si c'est pas tout à fait, je réponds pas tout à fait à votre question. Mais bien sûr, il y a Virginia Woolf depuis toujours, même si c'est très daté et que malheureusement, je ne peux pas la lire dans le texte, donc en anglais, mais je n'ai pas essayé. Mais il y a des livres d'elle ben, que j'adore, qui sont pour moi des références et puis qui me réchauffent le cœur quand j'en ai besoin. Et bon, là, par exemple, j'ai lu, elle a écrit l'histoire d'un chien. Ça, c'est personne ne connaît, enfin, très peu de gens connaissent ce petit livre de Virginia Woolf. Et ça s'appelle Flush. C'est l'histoire elle raconte l'histoire du chien d'une poétesse, une amie à elle, j'ai oublié son nom, Marie quelque chose, mais c'est surtout le chien parce que tout est écrit à hauteur du point de vue du chien. Et donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est un petit roman et très drôle parce que Virginia Woolf avait beaucoup d'humour. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un livre que je lis, que je relis et qui probablement, euh, je pense qu'il y a peut-être une fraternité entre les deux chiens là. C'est possible. C'est un cocker, je crois, le sien. Et puis, ah bon, après, bien sûr, il y a Faulkner, parce que Faulkner, c'est pour un lecteur, enfin, quelqu'un qui aime lire et qui a besoin je sais pas, de lire des beaux textes, parfois complexes. Ben, c'est Faulkner. Alors, Lumière d'août, c'est bien sûr du bruit et de la fureur, mais Lumière d'août, c'est absolument magnifique et on en parle moins, je trouve. Et puis, il y a Tandis que j'agonise, celui-là, je l'ai relu pour une histoire pour Joséphine, un peu alors que ça n'a rien à voir, mais ça raconte l'histoire de la mort d'une mère de famille. Et enfin voilà, je ne vais pas raconter l'histoire, mais qui a demandé à être enterrée dans son village natal. Et donc, ça se passe aux États-Unis, bien sûr, et le cercueil est transporté d'une ville à une autre par toute la famille. Et donc, il y a le point de vue de différents personnages. Bon, ça, c'est vraiment formidable. Après, bien sûr, il y a Yourcenar. Bon, cette fois, je dis Yourcenar parce que c'est, ça, c'est la littérature de chevet, La parce que reine. c'est la littérature, c'est tout ce qu'on aimerait être. Ou écrire, parce que pas forcément c'est thématique, mais c'est surtout sa façon d'écrire, le style, la profondeur, et voilà, donc toute l'œuvre de Yourcenar.
mais en particulier les yeux ouverts. Bon, voilà, ça c'est vraiment un livre de chevet. Et alors un livre dont je parle rarement, mais qui est aussi quand même très connu, j'en parle rarement parce que c'est parfois difficile pour un auteur, pour un lecteur, de dire à quel point on est attaché à un livre, il fait partie de votre vie, et que si vous êtes enterré quelque part, bah, vous aimeriez qu'on vous mette le livre entre les mains. C'est parce que je crois que j'ai jamais eu un tel coup de cœur pour un livre. C'est le De sang-froid de Truman Capote, parce que c'est tellement romanesque, et c'est en même temps, du point de vue du style, du point de vue de la maîtrise. Et puis comme j'aime beaucoup aussi les histoires de faits divers, et en plus là c'est un roman vérité, parce que c'est une histoire vraie, un fait divers qu'il raconte, et sur la longueur, donc c'est un page turner, comme me disent les Anglais, vous voyez, mais c'est vraiment, voilà, ça c'est un roman extraordinaire que j'aime beaucoup. Il est là. J'avais sorti parce que on le trouve facilement. Et alors, quand même, pour revenir sur ces thématiques, un livre un peu peut-être moins connu, mais sur cette thématique de la nature, de l'écologie, il y a un livre que j'ai, en pensant à votre question, justement, en y réfléchissant, j'ai pensé à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai essayé de le retrouver, mais comme j'ai déménagé il y a pas longtemps, il est encore, je pense, dans des cartons. Mais c'est un livre de Jean, attendez, j'ai noté Egland, je ne sais pas comment on prononce son nom, Hegland. Et ça s'appelle Dans la forêt. Et c'est un livre qui a été écrit, c'est une Américaine, une Californienne, qui a écrit ce livre en 1900, je ne sais plus, 80, dans les années 90. Et ce livre, il n'avait jamais été traduit. Il a été traduit en France en 2017. Et donc maintenant, on le trouve en poche, etc. C'est devenu, je crois, même un best-seller. Et ça s'appelle donc Dans la forêt. Je le recommande parce que c'est l'histoire de... C'est tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime. C'est l'histoire d'une famille aussi, mais c'est un roman un peu, comment on pourrait dire, d'anticipation, un petit peu. Moi, j'aime pas l'anticipation, donc c'était pour répondre à la question que vous m'aviez posée aussi, à laquelle il fallait réfléchir. Mais celui-là, il fait bien la transition entre les deux questions, parce que ça raconte l'histoire de deux jeunes filles, de deux adolescentes, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et ben, je l'ai lu, moi, en 2018. Et ça m'a vraiment frappée. Et elles se retrouvent orphelines. Les deux parents disparaissent assez tragiquement. Et elles restent vivre dans la maison familiale qui est, comment dire, qui est au cœur, implanté, enfin, si vous voulez, qui est au cœur d'une forêt, donc vraiment au milieu d'une forêt de séquoias. Et elles sont là. Et en fait, tout d'un coup, on s'aperçoit que il n'y a plus de communication possible avec l'extérieur. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de radio, donc elles ne sont plus du tout informées de ce qui se passe, il n'y a plus de carburant, et il faut faire avec ce qu'on a. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une sorte de roman survivaliste, mais avec quand même donc cette idée un peu de science-fiction quand même, parce que bon, ça se passe après une catastrophe, on ne sait pas laquelle. Et ces jeunes filles, elles ne sont pas du tout des hippies, par exemple. Vous voyez, on pourrait dire, tiens, il y a un choix d'aller vivre comme ça, hors du monde, en marge de la société. Mais là, c'est pas du tout ça, c'est imposé par des événements extérieurs dont on ignore à peu près tout, mais elles sont là et elles doivent se débrouiller avec ce qu'elles ont. Donc, c'est aussi une histoire de lutte pour la vie. Alors ça, c'est vraiment très beau, je trouve. Et puis, elles font avec les moyens du bord. Elles apprennent à faire un potager, à faire durer les choses, à remplacer l'électricité par autre chose. Les comptes, et c'est vraiment... il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus tout ça, ce qui pourrait être plutôt un rêve vous voyez, qu'un cauchemar pour certains d'entre nous, peut-être. Parce que, voilà. Et donc ça, je recommande alors à tous les âges, parce que ça touche à des thématiques d'aujourd'hui. Et je trouve ça incroyable qu'elle ait écrit dans les années 90. On ne parlait pas tellement de ces thématiques, en tout cas chez nous, peut-être aux États-Unis, mais en tout cas, il a été traduit qu'en 2017, mais on le trouve facilement. Donc voilà pourquoi
Je Et voulais donc, si vous terminer sur ce nom qui est peut-être moins connu que les autres. Oui. Et donc la transition est toute faite sur cette question-là, sur vous projetez donc en 2074, que feriez-vous dans 50 ans? Quelle est l'histoire finalement que vous aimeriez raconter? On a compris que l'anticipation n'était pas forcément ce que vous Voilà. aimiez, mais peut-être avez-vous une vision particulière? Ça peut être sur une thématique comme la Bretagne, sur l'évolution peut-être des projets des hommes vis-à-vis de la nature. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, Marie? Bah, déjà, je vais vous dire que je pense que dans 50 ans, alors quand vous posez la question à un jeune auteur, un primo-romancier de 30 ans, c'est génial, il va partir dans des grandes utopies, etc., sûrement. Mais moi, bon, la première chose que j'ai faite, j'ai calculé l'âge que j'aurais. Donc, j'aurais 115 ans et je me disais que il y a quelqu'un qui a vécu au-delà de ça, parce qu'il y a Jeanne Calment, elle avait 126 ans. Donc, je me dis, il y a peut-être des chances que je puisse vivre cette époque, hein, 115 ans. Je ne me le souhaite pas du tout, vous voyez. Mais, donc ça, c'était pour plaisanter. Mais moi, je sais pas, parce que je n'aime pas, comme je disais, je ne lis pas de science-fiction. Je, ça m'intéresse pas tellement, ça me fait peur, ça me donne le vertige. Donc, j'ai pas tellement de réponses. Je vais pas voir des films non plus de science-fiction. Et pourtant, j'aime beaucoup Stephen King, mais enfin, c'est plutôt des livres de terreur, hein, d'épouvante. Moi, j'aime bien l'épouvante, mais pas la science-fiction. Et Blade Runner, ça, je ne vais pas avoir des films comme ça. Ça m'intéresse pas tellement, comment on appelle ça, les romans dystopiques ou voilà. Mais évidemment, j'aime bien quand même, je m'intéressais à l'utopie, parce que forcément, ce que j'ai écrit, derrière, il y a quand même une sorte de petit message qui voudrait dire que il faut commencer à lire les signaux d'alerte sur la préservation de ce qu'on nous a donné pour vivre, enfin pour que l'homme puisse encore vivre, hein, sur cette planète. Donc, préserver ce qu'on peut autour de soi. Alors évidemment, la Bretagne, c'est un refuge idéal pour moi. Et je ne suis pas la seule à le penser parce que Riyad Satouf, vous savez, l'auteur de l'Arabe du futur, il a une grand-mère bretonne qui a dit dans un de ses volumes, de ses tomes, son histoire de l'Arabe du futur, sa grand-mère lui a dit ça. Et j'ai trouvé que c'était rigolo parce que c'est tellement vrai. Elle lui a dit, si tu as un jour, il y a un grand malheur qui s'abat sur nous, sur la France, ou une guerre, ou quelque chose comme ça, qui nous empêche de vivre notre vie normalement, viens te réfugier en Bretagne. Mais je ne devrais pas le dire parce que si tout le monde m'entend, tout le monde va affluer en Bretagne. Mais parce C'est que passé pour le Covid, hein. oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, le Covid. Alors, il y a tellement de catastrophes et tout ça, on parle tellement de ça, et c'est vrai. Et que la fin de mon roman aussi, finalement, elle rejoint d'une certaine façon les thématiques contemporaines de préoccupation qui s'est passé en Espagne, des choses comme ça, enfin les inondations et tout. Donc, on sait qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, moi, j'ai pas envie de finir sur une note pessimiste, mais parce que je trouve que j'ai pas envie d'être pessimiste, alors qu'au fond de moi, je ne suis pas tellement, mais je pense qu'il y a des dangers autres que les dangers de l'environnement. Mais voilà, je veux dire, des dangers qui menacent l'environnement. Il y a aussi ce que l'homme lui-même fait. Mais bon, moi, je suis personne pour juger. Vous voyez, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historienne, je suis pas. Donc, je vous dis juste mon petit avis là voilà, dans mon petit bureau chez moi, bien tranquille, dans mon confort personnel, où je n'ai pas de leçon à donner. Je dis juste que j'imagine un monde qui ne sera pas, j'espère, celui, par exemple, d'un un roman dont parlait Michel Houellebecq. J'ai entendu un entretien de Michel Houellebecq il n'y a pas longtemps, et on lui demandait justement quels sont vos livres préférés, quel est votre livre de chevet. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a donné le nom d'un livre dont j'avais jamais entendu parler, mais certainement que les amateurs de science-fiction connaissent. C'est Demain les chiens de comment ça, j'ai noté parce que je connais pas, Simac. Et c'est un livre qui a été écrit Alors, en je sais pas. 1952. Hein, vous connaissez sûrement, oui. Et donc je l'ai acheté, je l'ai lu, et j'avoue que moi j'ai pratiquement rien compris. Hein.
Mais j'avais pas beaucoup de bonne volonté non plus, peut-être pour comprendre. Mais je voulais le lire parce que c'était le livre de chevet de Houellebecq. C'est quand même intéressant de savoir pourquoi. Et donc, c'est un livre vraiment terrifiant où finalement, ce sont les chiens qui remplacent les hommes et des chiens qui ont la parole. Et les hommes sont décérébrés totalement, puis ils sont en partie colonisés les autres planètes. Mais voilà, ça fait penser un peu à la planète des singes et tout ça que voilà, tout le monde connaît. Mais donc moi, non, je n'ai pas de... Je dis juste, voilà, personnellement, je pense que j'irai me réfugier dans une petite maison en Bretagne, peut-être, voilà, quand j'aurai 115 ans. Les chiens sont partout, décidément. Alors, et ma dernière question, c'est sur l'avenir, sur le prochain roman. Est-ce que vous êtes déjà en écriture? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un sujet? Est-ce qu'au contraire, les deux autres précédents romans vont potentiellement être aussi édités? Qu'en est-il de votre actualité, Marie Calbert? Non, je ne sais pas du tout ce qui va advenir de mes précédents romans. Mon éditrice est en train de lire mon précédent roman, donc on va voir ce qu'elle en pense. J'adorerais évidemment être édité par elle parce qu'on a un compagnonnage qui est absolument génial, donc je ne peux pas rêver mieux. Donc je compte beaucoup sur elle, je compte beaucoup sur elle et il y aura peut-être un peu de travail à faire, mais je ne rechignerai pas à le faire si on va vers l'édition, parce que je l'aime beaucoup, ce roman. Donc, je suis prête à le retravailler un petit peu, peut-être. Mais j'aimerais, oui, qu'il soit édité. Il est très différent de ce que j'ai, de celui-ci. Et sinon, mon actualité, ben, malheureusement, comme j'ai pas cette capacité, peut-être parce que c'est nouveau pour moi, c'est mon premier roman édité, donc je vis une expérience assez unique et assez dévorante, enfin chronophage, on peut dire, et même psychologiquement et mentalement, parce que je suis obligée d'accompagner mon Buzuc. C'est pour ça que j'ai envie de le lâcher le plus possible. Maintenant, j'aimerais bien qu'il vive sa propre vie sans moi, sans que je sois obligée d'en parler. Je voudrais qu'il circule, parce que c'est sa vocation. Mon rêve, ce serait ça, c'est qu'il circule par des petits chemins, les ribines, comme ils disent les Bretons. Vous avez des petits chemins qui ne sont pas forcément des grandes routes, vous voyez, euh, comme des grands auteurs très connus, voilà, qui n'ont pas besoin d'aller trop se vendre parce que le livre circule tout seul. Bon, le mien, j'aimerais bien qu'il fasse sa petite vie comme ça, de façon à ce que je puisse reprendre mon chantier en cours, parce que bon, ça fait quand même 3 ans que j'avais démarré, j'avais démarré un autre roman, et dont je ne parlerai pas parce que c'est très secret et je ne sais pas si je vais aller au bout, donc ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète, mais en tout cas, j'ai envie de voir s'il n'est pas rassis, justement. Vous voyez. C'est assez important d'aller. Mais pour l'instant, il m'attend. Il m'attend. Là, j'ai des dossiers en cours et tout ça, des lectures aussi. Mais je ne désespère pas, hein, parce que j'ai le temps, hein. Vous voyez, j'ai jusqu'à 115 ans, 115 hein. ans, Si j'ai exactement. toute ma tête, bah oui, puisqu'on tant qu'on a toute sa tête, il n'y a pas y a pas lieu de s'affoler, de s'inquiéter. Donc, mais quand même, j'aimerais bien, parce que mon activité principale dans la vie, c'est quand même ça. C'est quand même ce que je préfère, c'est écrire, hein, et faire des recherches et avancer dans dans ce projet, voilà, d'écriture, peu importe ce qu'il adviendra. Eh bien, merci, Marie Calbert. Je le rappelle, pour le Buzuc aux éditions Viviane Ami. Merci infiniment pour vos réponses et votre temps, Marie. Merci également à Lise, évidemment, et à Julie, qui doit être là d'ailleurs, je crois l'avoir vue. Oh, Merci, merci à super. tous et longue vie au Buzuc alors. Mais Voilà, merci beaucoup, Anthony, hein. Vraiment, vous étiez adorable. Et avec des questions formidables, un petit peu inhabituelles et très profondes. Et vraiment, j'espère que je ne vous ai pas trop déçu parce que j'ai répondu un peu plaisir. à côté parfois. Mais vraiment, c'était formidable. Et merci à tous les... Je reconnais, j'ai des amis là qui... Je reconnais. Ça me fait tout drôle de les voir. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse tous et toutes. Merci, Marie. Merci. Très belle soirée à vous. Et donc, vive le Buzuc. Vive Au le revoir tout le musique. monde. Au Merci. revoir à tous. Au revoir. Au revoir et merci.